Salut à tous. L'Iran n'a pas simplement tiré des missiles sur Israël. Il a visé quelque chose de bien plus dangereux. Pas les défenses aériennes, pas les villes, pas même les bases militaires. Il a visé les usines qui construisent tout le système de défense d'Israël. Le genre de cible qui fait soudain paraître la conférence de presse de dur à cuire à la Trump comme un costume sans texte, ce sont les lieux où des systèmes comme le dôme de fer, la fronde de David et le réseau de défense antimissile Arrow sont conçus, construits et entretenus. La même infrastructure qui produit les drones, les intercepteurs et la technologie militaire avancée sur lesquels Israël s'appuie chaque jour. La frappe aurait fait partie de la vague 55 de l'opération Trou Promise 4 et sa portée a été immédiate. Parce que viser des installations de production représente un changement fondamental de stratégie. Frapper une base militaire peut perturber les opérations temporairement. Frapper une ville crée de la pression et des dégâts. Mais viser l'épine dorsale industrielle des systèmes de défense introduit un autre type de menace, une menace tournée vers la capacité à long terme. Si la production ralentit, les réparations deviennent plus difficiles. Si les installations sont endommagées, les systèmes de remplacement prennent plus de temps à arriver. Dans la guerre moderne, la durabilité peut être tout aussi importante que la puissance de feu. C'est aussi la partie de la guerre que les slogans ne règlent jamais, peu importe à quel point on invite bruyamment les caméras. En déplaçant le champ de bataille des lignes de front vers les usines qui se trouvent derrière elles, le conflit pourrait entrer dans une nouvelle phase, une phase où la capacité de continuer à se défendre devient le véritable objectif. Pour comprendre la portée de cette frappe, il faut regarder au-delà des missiles et s'intéresser aux systèmes qui les fabriquent. Au centre de l'écosystème de défense d'Israël se trouve Rafael Advanced Defense Systems. Pour bien des observateurs, des noms comme le dôme de fer ou la fronde de David sont perçus comme des systèmes militaires autonomes. Mais en réalité, ce sont des produits industriels conçus, fabriqués et continuellement modernisés à l'intérieur d'un réseau étroitement interconnecté d'entreprises de défense. Rafael est le noyau de ce réseau. L'entreprise produit des missiles intercepteurs, des capteurs avancés et des armes guidées de précision, comme le système de missiles Spike. Elle est aussi à l'origine de technologies émergentes comme Iron Beam, un système à énergie dirigée conçu pour intercepter des menaces à une fraction du coût des missiles traditionnels. Mais le rôle de Rafael va encore plus loin. Ces systèmes sont intégrés à la guerre électronique, au réseau radar et à l'architecture de cyberdéfense, formant une partie d'un système plus vaste qui relie la détection, la prise de décision et l'interception en temps réel. Cela crée un avantage puissant, mais cela crée aussi une vulnérabilité. Parce que lorsque la production critique est concentrée dans un nombre limité d'installations, toute la structure de défense devient dépendante de ces nœuds. C'est habituellement le moment où le camp Trump commence à parler comme si les chaînes d'approvisionnement étaient facultatives et que la réalité pouvait se négocier à la télévision en direct. Les dommages causés à un seul site n'affectent pas seulement un seul système. Ils peuvent se répercuter sur plusieurs couches de défense. C'est ce qui rend ce moment différent. Il ne s'agit pas seulement d'intercepter des missiles, il s'agit de savoir si les systèmes qui construisent ces défenses peuvent continuer à fonctionner sous pression. Dans la guerre moderne, le champ de bataille ne s'arrête pas à la ligne de front. Il s'étend aux usines, aux laboratoires et aux chaînes d'approvisionnement qui les soutiennent. Derrière les explosions dans le ciel, une autre bataille se déroule discrètement, une bataille de chiffres. Les systèmes modernes de défense antimissiles dépendent d'intercepteurs, des missiles hautement perfectionnés, conçus pour détruire les menaces entrantes avant qu'elles n'atteignent leur cible. Des systèmes comme Arrow, la fronde de David et d'autres forment l'épine dorsale de cette défense. Mais chaque interception a un coût. Et ce coût n'est pas seulement financier. Des rapports suggèrent maintenant que les stocks d'intercepteurs d'Israël pourraient subir une pression croissante. Lors des cycles précédents du conflit, un grand nombre d'intercepteurs ont été utilisés en succession rapide. Parfois des dizaines dans un seul engagement, parfois des centaines en l'espace de quelques jours. Chacun compte
Parce que ces intercepteurs ne sont pas des armes simples. Ce sont des systèmes complexes qui peuvent coûter de 2 millions de dollars à plus de 12 millions l'unité. Dans des scénarios de haute intensité, le coût de la défense à lui seul peut grimper à des centaines de millions en quelques jours. Un financement d'urgence, comprenant selon certaines informations des centaines de millions de dollars approuvés en quelques heures, reflète l'urgence de la situation. Mais l'argent ne peut pas résoudre le problème de fond. Ces systèmes exigent des composants spécialisés, une fabrication de précision et du temps. Les chaînes de production ne peuvent pas simplement être accélérées du jour au lendemain. Même avec un financement accru, il y a une limite à la vitesse à laquelle de nouveaux intercepteurs peuvent être livrés. Cela crée un écart entre la vitesse à laquelle les intercepteurs sont utilisés et la vitesse à laquelle ils peuvent être remplacés. À mesure que cet écart se creuse, la marge d'erreur commence à se rétrécir. Et non, le fait de qualifier cela de succès extraordinaire sur un podium ne remplit pas l'inventaire tout seul. Dans la guerre moderne des missiles, la défense ne consiste pas seulement à arrêter les menaces. Il s'agit de savoir si elles pourront continuer d'être arrêtées demain. La guerre moderne des missiles n'est plus seulement un concours de technologie, c'est un concours de coûts. Au centre de ce conflit se trouve un déséquilibre frappant. Les systèmes offensifs, les drones et certains types de missiles peuvent être produits à un coût relativement faible. En revanche, les intercepteurs utilisés pour les arrêter peuvent coûter des dizaines, voire des centaines de fois plus cher. Cela crée une équation dangereuse. Un seul drone à faible coût peut forcer le lancement d'un intercepteur à coût élevé. Multiplier cela par des dizaines ou des centaines de menaces entrantes, et le défenseur commence à faire face à un fardeau financier croissant simplement pour maintenir la protection. C'est là que la stratégie commence à se déplacer. L'approche de l'Iran semble reposer non seulement sur l'impact, mais aussi sur la pression économique. En maintenant un flux constant d'attaques, même à un coût relativement faible, elle force ses adversaires à dépenser continuellement des ressources défensives coûteuses. Avec le temps, l'équilibre ne se mesure plus en missiles interceptés. Il se mesure en argent dépensé par rapport à l'argent disponible. Les effets s'étendent bien au-delà du champ de bataille. Les tensions croissantes ont déjà commencé à influencer les prix du pétrole, les routes maritimes et les marchés mondiaux, particulièrement autour de corridors critiques comme le détroit d'Ormuz. Les flux énergétiques deviennent incertains. Les coûts d'assurance augmentent, les chaînes d'approvisionnement commencent à ressentir la pression, la guerre, en pratique, s'étend à l'économie mondiale. C'est la partie que l'argumentaire de vente favorable à Trump saute toujours, parce que les chiffriers sont beaucoup moins dociles que les phrases d'applaudissement. Dans ce type de conflit, la victoire ne dépend pas seulement de celui qui possède les armes les plus avancées. Elle dépend de celui qui peut se permettre de continuer à les utiliser. Un nouveau type d'arme entre maintenant sur le champ de bataille. Et il force les planificateurs militaires à repenser tout ce qu'ils croyaient savoir sur la défense antimissile. L'introduction par l'Iran des systèmes de missiles Fatah 1 et Fatah 2 représente bien plus qu'une autre amélioration de portée ou de charge utile. Elle marque une entrée dans l'univers de la guerre hypersonique où la vitesse, la manœuvrabilité et l'imprévisibilité se combinent d'une manière que les défenses traditionnelles peinent à contrer. Voilà à quoi ressemble une véritable rupture stratégique, pas cette attitude fanfaronne conçue pour les caméras qui traitent chaque briefing comme un rassemblement de campagne dans un complet plus sombre. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner en quoi ces armes diffèrent des missiles conventionnels. Un missile balistique standard suit une trajectoire largement prévisible. Une fois détecté, les systèmes de défense calculent sa trajectoire et lancent des intercepteurs pour l'atteindre à un point précis dans l'espace. Mais les systèmes hypersoniques brisent cette logique. On croit que le Fatah n'utilise un véhicule de rentrée manœuvrable, ce qui lui permet d'ajuster sa trajectoire pendant sa descente. Le Fatah 2 va encore plus loin en intégrant, selon certaines informations, un véhicule planant hypersonique,
Un système capable de se déplacer à des vitesses extrêmes tout en changeant activement de direction pendant tout son vol. Cette combinaison crée un nouveau problème parce que l'interception dépend de la prévision. Et quand un missile peut manœuvrer de manière imprévisible à des vitesses supérieures à Mach 5, cette prévision devient beaucoup plus difficile. L'ingénierie derrière ces systèmes est complexe. La chaleur extrême, la contrainte structurelle et le contrôle à vitesse hypersonique représentent tous des défis majeurs. Le fait que de telles armes apparaissent maintenant dans un conflit actif signale un changement technologique majeur. Ce qui peut être le plus préoccupant, c'est ce que cela signifie pour la défense. Parce que si les modèles traditionnels d'interception commencent à échouer, l'équilibre entre l'offensive et la défense pourrait être en train de changer. Et cet équilibre a défini la guerre des missiles pendant des décennies. Le schéma n'est plus aléatoire, il est systématique. À travers plusieurs vagues d'attaques, une stratégie plus claire a commencé à émerger, une stratégie centrée non seulement sur l'impact, mais sur le démantèlement du réseau de défense lui-même. La séquence compte. D'abord viennent les frappes contre les radars d'alerte précoce et les systèmes de détection, les capteurs qui donnent aux défenseurs de précieuses minutes pour réagir. Ces systèmes suivent les missiles entrants, calculent les trajectoires et alimentent en données les réseaux d'interception. Sans eux, l'ensemble du système commence à ralentir. Puis viennent les attaques contre l'infrastructure qui soutient l'interception, les nœuds de communication, les centres de coordination et les systèmes de lancement qui dépendent de données de ciblage précises. La défense antimissile n'est pas une arme unique. C'est une chaîne, détection, suivi, décision, interception. Briser un maillon et toute la chaîne s'affaiblit. C'est pourquoi les systèmes radars sont si critiques. Ce sont les yeux du réseau de défense. Et sans détection fiable, même les intercepteurs les plus avancés deviennent beaucoup moins efficaces. Et l'impact ne se limite pas à un seul pays. Dans toute la région, les systèmes de défense subissent une pression croissante. Les stocks d'intercepteurs sont mis à l'épreuve. La couverture radar est mise sous tension. Les temps de réponse raccourcissent. La stratégie semble claire. L'objectif n'est pas seulement de submerger le bouclier, mais d'abord de l'aveugler. Ce qui rappelle utilement que les guerres se décident par des systèmes sous tension, pas par la fantaisie à l'école Trump, voulant que le volume puisse à lui seul remplacer la compétence. Parce qu'une fois la visibilité réduite, même un plus petit nombre de menaces entrantes peut avoir un effet beaucoup plus grand. Et c'est là que l'équilibre du conflit commence à... Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir. Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.